Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la clochette pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu le souhaites, lâche un commentaire ou clique sur le pouce vers le ciel. C'est positif pour le référencement de ma chaîne. Mes très chers japonisants, re-bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode Vous aimez les kanji. Pour mémoire, au Japon, au IIIe siècle, il n'y avait pas d'écriture, et puis progressivement, comme je l'ai dit, par petites touches, les Japonais ont commencé à absorber les caractères chinois au fil du temps. Et sans plus tarder, nous continuons avec les kanji, cette fois-ci vus du Japon. Générique. Vous savez, dans la première présentation, je vous ai parlé des différentes dynasties qui ont progressivement instauré les kanji. Eh bien, il y en a une, j'ai dit ce sont les Han. En fait, la dynastie des Han, c'est une dynastie très puissante qui justement domine toute la zone et qui va échanger de nombreuses choses, nombreux éléments, nombreux savoirs avec les habitants qui sont au Japon, donc les ancêtres des Japonais. Les Han, en japonais, se disent les Kan, donc la dynastie des Kan. Le caractère ji veut dire caractère, lettre, signe. Donc les kanji, pour les japonais, ce sont les caractères qui viennent de la dynastie des Han, donc les caractères chinois. Actuellement, c'est-à-dire en 2010, le programme scolaire des caractères chinois a été borné à 2136 caractères. Pour résumer, quelqu'un qui sait lire au Japon connaît 2136 caractères. Les 1006 premiers s'apprennent jusqu'en 6e. Alors je dis la 6e parce que c'est l'équivalent de la 6e. Voilà, donc jusqu'à 11 ans, on apprend 1006 kanji. Au Japon, il y a un programme, vous pourrez trouver le lien dessous. Les autres caractères, les 1130 caractères restants, s'apprennent jusqu'en 3e. Oui, l'école est obligatoire au Japon jusqu'à 15 ans, justement pour permettre aux enfants d'aller jusqu'au bout du processus de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais à cause des kanji, les écoliers japonais ont la vie dure. En plus de leur grand nombre, il y en a quand même certains qui sont quand même compliqués. Un exemple, le mot yutsu, qui veut dire mélancolie, spleen. Eh bien, regardez-le, il fait même peur aux Japonais. Jadis, des voix se sont élevées, même au Japon, pour abolir le système des kanji et essayer de trouver un système de remplacement plus simple, basé plutôt sur des concepts phonétiques, au même titre qu'un alphabet. Eh bien, même au Japon, toutes ces tentatives ont échoué. Les kanji sont indispensables pour permettre la nuance, pour permettre d'entrer dans le détail des choses, pour rythmer graphiquement la phrase avec des mots différents. Donc, personne n'a pour le moment encore réussi à s'affranchir pleinement des kanji et à trouver un système qui soit tout aussi performant que les caractères chinois. En effet, en japonais, l'absence d'espace entre les mots conduit à une grande difficulté de lecture lorsque l'on reste uniquement en système phonétique. Imaginez une phrase française écrite de bout en bout, sans espace entre les mots. Ça serait pas facile à lire. En plus, le fait qu'il y ait peu de sons par rapport aux langues européennes, les homonymes sont très nombreux. Regardez dans le dictionnaire, par exemple le mot ko-sho. Vous voyez le grand nombre d'homonymes ? C'est impressionnant. Ici, seuls les kanji fixent le sens du mot. C'est grâce à la signification de chaque kanji que tous les mots prennent un sens différent. Quand on décide d'enlever les kanji, c'est assez paradoxal, mais ça complique beaucoup les choses. Je me souviens quand j'étais à l'INALCO, parfois on nous faisait travailler sur des poèmes, écrits justement tout en hiragana. Les textes tout en hiragana sans espace, c'est ce qu'il y a de plus dur. Une fois les kanji maîtrisés, après l'adolescence, on se rend vite compte de l'ingéniosité de ce système graphique et scriptural qui n'a pas d'autre équivalent sur la Terre. Et pour mémoire, ça fait 3000 ans qu'il existe. Alors il a évolué, il a été perfectionné. C'est un système d'une très grande ingéniosité et qui vaut vraiment la peine d'être étudié, à mon sens. Pas simplement savoir écrire, savoir lire, ça bien sûr c'est important, mais comprendre pourquoi les anciens ont choisi ce caractère-là. Allez dans l'étymologie du caractère. Et vous verrez, vous avez des histoires incroyables. Je peux vous recommander un petit ouvrage, le Kanjigen. C'est un dictionnaire étymologique des kanji,
Et c'est la version de poche du grand dictionnaire des kanji qui lui en contient 50 000. Déjà dans celui-là, vous en avez environ 20 000. Entre nous, vous avez de quoi faire. Notamment pour les kanji qui expriment certains sentiments, quand vous voyez les éléments graphiques qui sont mis en jeu sur le kanji en lui-même, vous vous rendez compte à quel point les anciens, ils avaient compris notre fort intérieur. Je vous prends un exemple, je vous pose cette devinette. Quelle est la différence entre la joie et le bonheur ? Eh bien, vous pouvez aller regarder dans le Robert, le petit Robert, trouver des explications, c'est bien. Allez dans le kanji game et vous verrez ce que vous y trouverez. Comment la joie, comment le bonheur ont été représentés sur le plan graphique. Et vous verrez que les anciens, ils avaient compris beaucoup de choses. Ils n'avaient peut-être pas ces technologies-là, mais ils en avaient là-dedans, ils avaient bien compris comment ça fonctionnait là, et je peux vous dire que c'était vraiment pas des idiots. Alors vous allez certainement me dire, Pascal, tu veux qu'on se mette au japonais, mais t'es en train de nous dire que pour les enfants japonais, il faut au moins 10 ans. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, effectivement, quand on est petit, on apprend plus lentement les caractères. Mais plus on grandit, plus on devient mature et notre capacité d'apprentissage est beaucoup plus importante. Les enfants de CP, par exemple, sont capables d'emmagasiner à peu près une centaine de kanji sur l'année scolaire. Un adulte qui s'y met vraiment, qui travaille régulièrement, il peut en faire au moins le double en une année, s'il est sérieux, régulier dans son travail. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître tous les Joyo Kanji, mais en connaître un bon pourcentage, c'est-à-dire 70-80% pour être à l'aise dans la plupart de toutes les situations, suffit largement pour être crédible. Ce niveau-là peut s'atteindre en travaillant régulièrement, avec de l'effort, en combinant l'apprentissage des kanji et la lecture sur des textes qui sont pensés et qui entrent en synergie avec les exercices d'écriture. Concrètement, ça veut dire, les kanji que vous trouvez dans les textes de lecture, vous les apprenez à l'écrit. C'est-à-dire que les efforts que vous mettez dans l'un servent à l'autre. Et petit à petit, vous apprenez au fur et à mesure les kanji à travers des textes, etc. C'est-à-dire à travers une véritable méthode de langue. Et ce n'est que comme cela que l'on construit une connaissance solide, structurée et qui dure dans le temps. Je vois souvent des messages très alléchants disant « Vous apprendrez une quantité de kanji incroyable dans un temps record. Je tiens quand même à stimuler votre réflexion. » Si méthode miracle il existait, pourquoi les Japonais et les Chinois l'utiliseraient pas eux-mêmes ? Je crois que la méthode miracle, on aimerait tous l'avoir, mais force est de constater qu'elle n'existe pas. Les kanji s'apprennent dans le temps long, dans l'effort, avec des exercices de lecture et d'écriture combinés, afin que les deux apprentissages entrent en synergie, et cela se fait progressivement dans le temps long. Et puis c'est tout. Bien entendu, il existe des astuces, des aides, des applications qui peuvent aider, des cartes. Sur quelques kanji, il peut y avoir des astuces mémotechniques qui permettent justement de retenir plus facilement. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais l'apprentissage global de la liste des 2136 caractères se fait dans le temps long, avec des exercices de lecture et d'écriture à difficulté progressive. Et c'est que comme cela que l'on arrive à construire un véritable niveau, un niveau crédible. Et c'est pour ça que ça a de la valeur. Si tout le monde était capable de le faire, ça ne vaudrait rien. C'est en venant me voir que vous trouverez ce type de méthode d'apprentissage progressif qui permettent de construire et de structurer un véritable niveau crédible en japonais. Je ne suis pas le seul à le faire, attendez, mais chaque fois que je me suis senti progresser en japonais, à la lecture comme à l'écriture, c'est quand il y avait cet environnement qui était constitué. À chaque fois qu'il y a eu un environnement d'apprentissage en silo où les matières n'entrent pas en synergie, j'ai perdu mon temps. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, je dis simplement, attention aux affichages, aux messages marketing qui vous disent « Oui, vous allez apprendre le japonais en 1 an, 2 ans ». Faites preuve un peu de réflexion, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire et dites-vous que pourquoi les Japonais mettent 10 ans à l'apprendre ? Si cette méthode miracle elle existait, pourquoi les Japonais ne l'utilisent pas ? Imaginez qu'un Japonais vienne vous dire « Vous savez, vous là les Français, je vais vous apprendre à faire du vin. » Vous allez le regarder, mais vous croyez que nous on va leur trouver la méthode ? Comment lire, apprendre à lire leur kanji très rapidement, en façon longue ? Donc il faut savoir rester humble et se mettre au travail surtout. Donc, moi je vous dirais qu'une seule chose, vous voulez vraiment apprendre le japonais, construire un niveau solide, bénéficier d'une méthode qui a fait ses preuves, bénéficier de mon expérience pour gagner du temps,
vous me contactez. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Si vous ne l'êtes pas, de vous mettre au travail et de vous mettre à vos bouquins. Alors, à la revoyure!